Alors, bonjour les mordus. Aujourd'hui, j'ai une belle surprise. On a M. Jean Lecam avec nous. Bonjour, M. Lecam. Bonjour à tous. Oui. Alors, on est très contente d'avoir un peu de temps avec vous. Tout d'abord, il faut que vous sachiez, comme je vous l'ai dit, on est un petit peu particulier. Et chez les Mordus de Voile, on a une potion magique. Ah bon? Ouais, mais on s'est dit que vous étiez comme Obélix. On est tombé dedans quand Oui, même. vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, puis vous n'avez pas besoin. Mais là, on s'est dit qu'on ne pouvait pas vous faire ça parce que ça goûte trop bon. Alors voici, je vous offre du sirop d'érable canadien. Ah, super. Parce que je suis originaire de Montréal. Ça se met sur les crêpes, avec du pain, sur les céréales. Ça s'amène bien dans le voilier. Puis vous pouvez même laquer du poisson si vous pêchez avec ça. C'est délicieux, le poisson laqué avec le sirop d'érable. C'est un de mes compatriotes qui est ici, qui nous a fourni les cadeaux. Voilà. C'est notre fournisseur officiel de potions magiques. Ah, bah c'est gentil. Ah, oui. Alors, ça nous fait grand plaisir. J'avais envie un peu de discuter avec vous de différents aspects. Notamment, vous avez été... moi, je vous connaissais pas parce que je vous ai connu il y a 4 ans, quand j'ai fondé les Mordus de Voile. Au Québec, on n'entend pas beaucoup parler des courses. Et vous étiez un équipier d'Éric Tabarly. Ah oui, il y a longtemps. Oui. Oui, quand j'étais tout jeune. C'est vrai. Derrière la légende, comment c'était au jour le jour avec Éric? Ah, bah, moi, j'avais fait le tour du monde en 1981 avec Eric pour mon service militaire. Et donc sur un bateau qui s'appelait Intermarché, qui était Penduix 6. Et donc là, on avait fait, je me rappelle plus combien on n'avait pas très bien fini, mais bon, on avait fait le tour du monde, quoi. C'était une aventure. Oui. Alors, c'était une rencontre assez mystique. Est-ce que vous étiez déjà dans l'optique de faire de la course à ce moment-là ou est-ce qu'il vous a inspiré? Comment ça fonctionnait? Comment ça s'est passé pour vous? Ah non, non, j'avais déjà, moi, fait le Figaro, j'avais déjà... je faisais déjà de la course. Ouais. Je faisais de la course et je construisais les bateaux. Oui. Vous avez un parcours impressionnant. D'ailleurs, je lisais votre parcours ce matin. Je voyais que... moi, je m'intéresse aussi à l'aspect historique des courses. Et dans les années 80, vous avez entamé la révolution des multicoques. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de de la nouvelle génération des bateaux qu'il y a maintenant sur le Vendée Globe, avec les foils et tout ça? Ben, je pense que on avait déjà des bateaux très compliqués pour une personne tout seul pour faire un tour du monde. Et que de rajouter encore des complications, je pense que c'est une connerie. Donc je pense qu'un jour, il va falloir quand même S'arrêter quelque part. ouais, faire des choses un peu plus simples, tout aussi performantes, mais beaucoup plus simples parce que pour attirer des gens de l'extérieur sur une classe comme l'IMOCA, il faut aussi que les bateaux soient pas trop compliqués, quoi. Oui. Moi, je suis curieuse, je suis une femme, je suis pas une skipper professionnelle, mais je vois qu'il y a de plus en plus une classe montante dans la classe mini. Les femmes sont de plus en plus présentes. C'est souvent de la classe mini que viennent ensuite les skippers sur les plus grandes courses, les courses au large. Cette année, j'étais étonnée, un peu déçue qu'il n'y ait aucune femme sur le Vendée Globe. Qu'est-ce que vous pensez, à quoi c'est dû? Qu'est-ce que vous pensez de la classe montante qui s'en vient, là? Bah déjà, les femmes sur le Vendée Globe, il n'y en avait pas beaucoup avant. Oui. Donc entre 1 et 0, ben, il n'y a pas grosse différence. Donc je pense que c'est très difficile de trouver des budgets déjà pour être présent ici parce que moi j'ai failli ne pas l'être. Et donc je pense aussi que la situation économique n'était pas favorable à voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le sexe. Bah oui, mais dans les proportions, je veux dire, quand tu as, si tu as 1 sur 30 personnes qui est une femme, donc ça veut dire que la proportion déjà ça fait 3%. 3, ouais, c'est ça. Hein. 3%. Donc tu peux pas avoir un demi% de femmes. Donc forcément, Surtout qu'on a vos 10. il y a des difficultés, ben forcément, bon, ben, mais c'est vrai que c'est quand même curieux parce que
un sponsor qui investirait sur la seule femme du Vendée Globe, forcément, il y aurait un retour sur investissement qui serait largement bon. Alors, vous écoutez les sponsors potentiels, là. Monsieur Lecam lui-même vous l'a dit. Alors, et moi, j'ai bien aimé votre hashtag, votre slogan « Yes, we can ». D'où est-ce que ça vient? Comment c'est né l'idée? J'adore ça. C'est vraiment, ça a du punch, puis je pense que c'est mobilisateur. J'ai bien aimé le concept. Comment c'est né? Ben, c'est né avec la campagne d'Obama il y a 4-5 ans, avec Yes We Can. Et il y a Marco, un copain de Saint-Malo, qui nous avait fait un t-shirt avec... il avait remplacé la tête d'Obama avec ma tête et il avait écrit Yes We Can. Et donc après, c'était cet hiver, on ne savait pas comment le bateau, on n'avait rien. Le bateau pourrait s'appeler Hubert aux affaires maritimes. Mais on ne savait pas lui donner un nom. Donc, et puis on a dit, bah, tiens, on va l'appeler Yes We Can. Ah, mais c'est génial. C'est un coup de génie. J'adore ça, je vous jure. Je pense que c'est très mobilisateur. On parlait un petit peu tantôt de sponsoring. Puis ça, c'est une question parce qu'on a beaucoup de skippers expérimentés sur les mordus, mais beaucoup de jeunes skippers aussi. Et bon, souvent, ils viennent me voir. Ils ont beaucoup de mal avec les coms, tout ça. J'essaie de les aider. Moi, je suis pas une spécialiste en voile, mais je suis une spécialiste, une rassembleuse. Puis bon, j'ai développé une expertise en communication, forcément aussi. Je voulais savoir, j'ai observé que j'étais étonnée, premièrement, qu'un homme tel que vous ait de la misère à ramasser son financement. Bon, il y a un contexte économique, mais est-ce que vous avez constaté que depuis le début des courses, le début où vous faites des courses, la situation du sponsoring, l'historique du sponsoring a évolué, s'en va vers quelque chose d'autre, indépendamment du contexte. Là, on a un contexte économique, oui, mais d'un autre côté, paradoxalement, vous êtes de plus en plus visible, les skippers, les courses, notamment grâce aux médias sociaux. Il me semble que ça devrait avoir un impact incitatif pour les sponsors potentiels. Bah, c'est vrai que moi je suis un peu comme les femmes parce que là il n'y a pas de femmes au Vendée Globe, mais moi j'ai failli ne pas y être non plus, donc voilà, donc c'est pas facile de savoir. C'est vrai qu'aujourd'hui la flotte des bateaux, il y a des sponsors de plus en plus riches et des bateaux de plus en plus, il y a des bateaux, des projets de plus en plus riches et des projets de plus en plus pauvres. Donc ça, c'est le cas de la crise, quoi. Voilà, nous, on est au milieu, voilà, on est dans un truc Yes We Can. Mais est-ce qu'il y a eu une évolution entre comment ça se passait le sponsoring il y a 40 ans, il y a 20 ans, puis aujourd'hui? Maintenant, c'est beaucoup plus professionnel, on va dire. Donc, ce qui est pas mal, parce qu'au moins, les gens qui travaillent sont payés, alors que ce n'était pas le cas il y a 40 ans. Ouais. Donc il y a vraiment une économie et des métiers qui se créent autour de la course au large. Et donc ça c'est plutôt une bonne évolution je trouve. Parce que là on voit bien sur le Vendée Globe cette année, vu le nombre de personnes là, qui viennent sur le village ici, et c'est assez exceptionnel. Oui, il y a de l'argent qui traîne. Hein? Et donc oui, puis il y a des publics qui ont besoin de rêver, ils ont besoin de quelque chose différent de la politique, différent de la crise, différent de tout ça. Donc comme les gens, ils sont là présents sur ce Vendée Globe-ci, on est quasiment sûr qu'en 2020 sera un beau Vendée Globe aussi. Maintenant, il faut regarder qu'est-ce qu'on va faire pour 2020 sur l'évolution des bateaux, etc. Selon vous, c'est quoi l'avenir du sponsoring? Parce que on a vu que vous aviez quand même réussi à mobiliser beaucoup de membres. Je pense que c'était 7000 personnes qui ont contribué à votre crowdfunding pour 70 000 euros. Vous me corrigerez si je me trompe. 120 000 euros. 120 000 euros, donc c'est encore mieux. Il y a eu des sponsors, mais plus modestes. Est-ce que l'avenir du sponsoring, ça serait plus de passer justement dans des pods de plusieurs moyennes ou petites entreprises jumelées avec le crowdfunding? Peut-être. Nous, on en est un peu l'exemple, hein, parce que nous, on a été suivis. Nous, on est ici parce que le Crédit Agricole nous a suivis à l'origine sur le financement du bateau, parce que moi, je suis propriétaire du bateau avec le Crédit Agricole. Donc, après, on a fait le Crédit Agricole avec Yes We Can. Yes We Can, en fait, c'est l'ensemble des personnes qui nous ont suivis sur le financement participatif. Et puis après, on a trouvé,
après le bateau, on l'a appelé Finistère-Mervan. Pourquoi? Parce que Finistère, c'est mon pays. Et en plus de ça, c'est le nom d'une société coopérative qu'on va monter dans le futur pour développer l'économie sur Port-la-Forêt autour de la course au large. Donc avoir une SCOP, une coopérative, une SIC, une coopérative, société coopérative d'intérêt collectif, pour essayer de mettre des énergies ensemble pour être plus fort. Donc ça, c'est le nom du bateau. C'est pour ça que le slogan du bateau aujourd'hui, bon, il y a Yes We Can, mais il y a aussi Ensemble pour l'innovation. Et donc voilà, nous on va dans une direction beaucoup plus, on va dire, d'un système économique plus fiable, plus raisonné. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde fait la même chose dans son coin. Et donc, regardez là, tous les nouveaux bateaux, personne ne voulait avoir des monotypes ou des bateaux. Eh ben, il se fait quand même que naturellement, personne ne prend de risque. Donc, ils ont tous fait les bateaux du même architecte. Ce qui est significatif que je pense qu'à un moment, il va falloir standardiser les choses. Et il va falloir créer une flotte de bateaux avec un cluster de développement, mais pour tout le monde. Ça ne sert à rien de perdre de l'énergie, chacun dans son coin, qui fait à chaque fois la même chose. Il faut faire un modèle économique différent, qui soit forcément plus raisonnable en coût, et surtout diminuer l'influence du pouvoir financier sur le résultat sportif. Ça, c'est important. Parce que je pense qu'il faut qu'on se pose des bonnes questions et pour le futur, qu'on réagisse par là. Est-ce qu'il y en existe à l'heure actuelle des paddles de réflexion ou est-ce que les principaux acteurs puis les principaux skippers se réunissent pour discuter de ces choses-là? Oui. Ou ça se fait juste sur les pontons entre vous? Ah non, ça s'appelle l'IMOCA, ça. Ça, c'est l'association. Moi, je suis vice-président de l'IMOCA, et qui est une association de coureurs, et donc qui gère tout ce qui est, règlement de jauge, sécurité, etc. Donc, on en discute souvent. Bon, il y a des avis partagés là-dessus, et puis on verra ce qu'il en advient dans le futur. Après ce Vendée Globe-là, on verra. Vous avez une vision. Ça me touche ce que vous dites parce que nous, notre slogan, c'est justement ça, on met les choses en commun. C'est la force d'une communauté, les Mordus de voile. Donc, ça vient rejoindre un peu. Et ce que j'aimais de ce que vous disiez à propos de votre sponsor, de ce que vous faites, c'est à quelque part la jonction de la terre et de la mer. Ah ben oui, ça c'est sûr, hein, parce que de toute façon, pour aller sur la mer, il faut faire beaucoup de travail à terre. Hein. Clairement. Parce que... Et même pour être tout seul sur un bateau comme ça, il faut une équipe et il faut du travail qui se fait. Parce que l'économie dans des projets comme ces bateaux-là, c'est quand même pas négligeable hein, en termes d'emploi, de dynamique d'une région. Donc ça, il faut que les gens ils soient conscients de ça. Ça donne de l'animation. On regarde ici là, l'engouement des gens pour ce tour du monde. Voilà, c'est complètement exceptionnel. Hein. Moi, personnellement, comme novice, je trouve qu'on voit pas assez, justement, ces outside-là, tu sais, les inside. On essaie de se pencher un peu plus là-dessus parce que on voit beaucoup les skippers, on voit vos courses, mais peut-être que ça serait une bonne façon en informant les gens, en faisant... Je sais que les coms, ça coûte cher, puis ça prend du temps, puis que vous avez d'autres priorités, mais ça serait pas une façon de mobiliser plus les gens sur les projets des skippers en général. Ah ben, en communication, il y a de la communication quand même. Hein. Oui, mais au niveau des outside, qu'est-ce qui se passe autour? On en voit moins, je trouve. Ce qui se passe autour de quoi? Bien, de la course, de toute l'économie, les retombées, l'équipe. Oui, ça c'est sûr que là, il faudrait demander à la SEM Vendée de faire le bilan économique d'un départ de Vendée Globe et d'une arrivée, de tout ça, c'est énorme. Oui, c'est des coûts. En termes de notoriété, en termes d'économie locale, à tous les niveaux. C'est intéressant, ça a un grand impact. Je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Ça a été un très grand honneur et ça a été extrêmement intéressant aussi. Merci, Jean Lecam. Merci. Au revoir. Au revoir.